Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Syrie, Haut-Karabakh, Libye, mais aussi Chypre ou encore Irak. Depuis le coup d'État militaire raté de 2016, le président turc Recep Tayyip Erdogan adopte un discours martial et multiplie les interventions militaires à l'égard de plusieurs pays de la région. Son objectif, entretenir l'image d'un leader fort qui se bat pour son pays et s'imposer comme un leader régional incontournable. Cette stratégie agressive est-elle payante? Que vaut l'armée turque aujourd'hui? Il y a 4 ingrédients essentiels pour faire une bonne armée. Tout d'abord, les soldats. Le classement militaire GFP place la Turquie au 11e rang des puissances militaires mondiales. Avec 800 000 hommes, 1,5 million si l'on inclut les réservistes et les personnels assimilés, la Turquie dispose du 2e contingent le plus important au sein de l'OTAN, derrière les États-Unis. Flattant un nationalisme exacerbé, Erdogan profite du fort sentiment patriotique intimement ancré dans les mentalités pour faire grossir les rangs de l'armée. Le service militaire est vécu comme une grande aventure pour les appelés. C'est un rite de passage obligatoire avant de se lancer dans la vie active. Pourtant, l'armée turque revient de loin. En 1938, à la mort du fondateur de la République turque, Mustafa Kemal Atatürk, elle occupe une place prépondérante dans le fonctionnement institutionnel du pays. Mais en 2003, à l'arrivée au pouvoir du parti islamo-conservateur AKP, la donne change. Recep Tayyip Erdogan s'attaque à l'héritage kémaliste. Il démilitarise les institutions, renforce le pouvoir des civils dans les instances décisionnelles, décapite la chaîne de commandement de l'armée. Le but, c'était aussi de se protéger d'une éventuelle dissolution. Dans le passé, tous les partis qui étaient jugés par le pouvoir militaire comme étant pas suffisamment laïques étaient dissolus. En juillet 2016, le putsch avorté, imputé à l'ex-allié d'Erdogan, le prédicateur Fethullah Gülen, aboutit à une nouvelle série de purges. Le grand ménage touche au moins 40% des hauts gradés, d'après les chiffres de l'agence gouvernementale Anatolie. Erdogan devient la clé de voûte de l'armée. Le pouvoir civil est très influent, donc ça leur permet aussi de mieux contrôler l'intégration au sein de l'armée, du corps des militaires. Mieux contrôler l'intégration au sein de l'armée, mais aussi former une nouvelle génération d'officiers à la solde de l'État. Dès l'été 2016, Erdogan entame la remilitarisation du pays. Il recrute de nouveaux soldats et les dote de meilleurs moyens matériels. Sur le plan matériel aussi, la Turquie tente de rattraper son retard. D'après l'Institut international de recherche sur la paix, les dépenses militaires de la Turquie tournaient autour de 14 milliards de dollars en 2016. En 2017, ce chiffre passe à 15 milliards. Puis il avoisine les 19 milliards en 2018, 20 milliards en 2019, avant de baisser à 17 milliards en 2020. Les dépenses militaires turques représentent près de 2,7% du PIB, ce qui en fait le 16e pays le plus dépensier au monde. C'est encore bien loin des États-Unis, premier de ce classement. En 2020, les dépenses militaires américaines sont estimées à 778 milliards de dollars, soit 3,7% du PIB. La France, 8e dépensier militaire au monde, a investi 52,7 milliards de dollars dans son armée en 2020, soit 2,1% du PIB. Malgré une augmentation quasi constante de son budget militaire depuis 2016, la Turquie se situe donc encore bien loin des plus grandes puissances militaires. Elle doit en outre composer avec un aléa de taille qui freine son importation d'armement. Ses relations diplomatiques troublées, parfois même avec ses propres alliés. En 2019, les États-Unis l'excluent de son programme d'avions de chasse F-35, son chasseur de combat de 5e génération. En cause, le choix d'Erdogan d'acheter des missiles sol-air à la Russie. La même année, Paris et Berlin suspendent leurs exportations d'armes vers la Turquie, suite à l'offensive menée par Erdogan dans le nord de la Syrie. En 2021, c'est au tour du Canada d'annuler un contrat d'armement à cause de l'implication turque dans le Haut-Karabakh. Un contexte international de défiance donc, qui prive la Turquie d'importantes importations d'armes, mais qui a pour effet d'accentuer sa politique d'autonomie stratégique. Aujourd'hui, le pays produit 70% de son armement. D'après l'Institut international de recherche sur la paix, entre 2016 et 2020, la Turquie a augmenté de 30% ses exportations d'armes, tout en diminuant ses importations de 59%. Avions de combat, sous-marins, frégates, mais aussi et surtout drones. Fin septembre, le salon aéronautique Technofest, que la Turquie présente comme le plus grand du monde, a été l'occasion de mettre en avant la grande fierté de l'industrie militaire turque, les drones de combat Bayraktar TB2.
Ils sont conçus par l'entreprise privée Baykar, dont le directeur technique n'est autre que le gendre d'Erdogan. En Syrie, en Libye et dans le Haut-Karabakh, ils se sont avérés d'une efficacité redoutable, détruisant chars, véhicules blindés et dépôts de munitions. En augmentant considérablement les ressources humaines et matérielles de l'armée, Erdogan se donne les moyens de déployer sa stratégie militaire offensive. Avec les réformes organisationnelles post-coup d'État de 2016, une complète redéfinition du rôle de l'armée s'opère. Désormais, elle n'est plus centrée sur la politique intérieure. Il y a aussi un alignement en fait, de la politique étrangère à la vision que Erdogan, le président, a du rôle de la Turquie en tant que puissance régionale. On observe là une militarisation de la politique étrangère. Une militarisation de la politique étrangère qui se matérialise par l'intervention, fin août 2016, dans le nord de la Syrie, pour éradiquer le dernier verrou de l'État islamique, mais également repousser les forces kurdes. En 2020, la Turquie vole au secours du gouvernement d'union nationale libyen et chasse de Tripoli les troupes militaires du maréchal Haftar. Sans oublier le Haut-Karabakh en septembre 2020, où la Turquie participe à l'offensive victorieuse de Bakou contre les Arméniens. À la politique du zéro problème avec les voisins du début des années 2000 se substitue donc un aventurisme militaire sur fond de tensions avec l'Europe et les États-Unis. Cela pousse la Turquie à se tourner vers de nouveaux alliés. Membre historique de l'OTAN depuis 1952, la Turquie revendique à la fois son ancrage dans l'Alliance occidentale, mais également une politique indépendante. En 2019, le contentieux autour de l'achat de batteries de missiles russes S-400 a laissé des traces. Pour autant, Erdogan n'entend pas faire machine arrière. Sa rencontre fin septembre à Sotchi avec Vladimir Poutine illustre les bonnes relations qu'entretiennent les deux pays. Concernant les autres acteurs régionaux, la Turquie tente de reconstituer son influence en Asie centrale. Elle exporte des équipements de défense à plusieurs pays, Égypte, Bahreïn, Irak, Qatar et Arabie Saoudite. Elle exporte également de l'armement vers des pays sunnites en Asie-Pacifique, tels que la Malaisie, le Pakistan et l'Indonésie. Malgré les purges à répétition entre 2003 et 2016, la Turquie déploie des efforts considérables depuis 5 ans. Elle vise à construire une armée et une industrie de défense entièrement autonomes, même si elle peine encore à rivaliser avec les plus grandes puissances militaires mondiales.